Babi makambo mikolo to tikela mikolo. Je veux dire masola ba grand et ça John Image. John Image le prix number 1 na makambo yo. John Image bilili fois 100. John Image lelo vraiment akangi masolo. Avenir na bango ba misusu, futur na bango, et ça déjà présent, il y a John Image. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis du Congo, partout où vous vous trouvez dans le monde, nous vous saluons ce matin à partir de la ville de Chicago, où cet après-midi même se tiendra une grande conférence sur le Congo, conférence organisée par Game Changer, une organisation qui prône le changement au Congo. Et le thème de cette conférence est le Congo d'aujourd'hui et de demain. Et pour ce faire, nous avons dans nos murs la présence des grandes figures actuelles dans la scène politique au Congo. J'ai cité l'honorable Eve Bazaïba, secrétaire général du Mouvement de libération du Congo, en sigle MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Nous avons également l'honorable Jean-Bertrand Ewanga de la nation congolaise, en sigle UNC, parti cher à Vital Kamerhe. Et enfin, mais pas des moindres, nous avons la présence de l'honorable Martin Fayulu, président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, en sigle SID. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à Chicago. Bonjour. Honorable Bazaïba, nous allons rentrer déjà dans le vif de notre conversation. Et déjà, bienvenue dans notre ville de Chicago, où, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'invité de Game Changer pour une grande conférence sur le Congo. Alors dites-nous, quelle importance accordez-vous à la conférence de cette... J'apprécie d'abord que cette initiative soit une initiative des Congolais vivant à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et ce ne sont pas des Congolais qui ne savent pas nouer les deux bouts du mois, ce sont des Congolais qui sont plus ou moins, peuvent se dire, qui se retrouvent aux États-Unis, mais qui n'ont jamais oublié la terre, la nation congolaise. Et c'est important, l'initiative de devoir nous inviter. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup d'espoir de voir que les jeunes pensent à eux et que nous sentons maintenant la responsabilité de dire si ces jeunes peuvent penser au pays au-delà des milliers de kilomètres, quelle est notre responsabilité, nous qui sommes des acteurs sur terrain? La responsabilité, c'est de nous impliquer réellement pour qu'effectivement Game Changer soit le réel changement prôné par ces jeunes. Ben voilà. Mais écoutez, pour moi, la conférence de cet après-midi a une importance capitale. Et vous dites bien Game Changer. Cela veut dire qu'on doit changer les systèmes de jeu. Quand un entraîneur fait monter une équipe pour plusieurs matchs et que l'équipe perd, il faudrait changer les systèmes de jeu. Donc il faut changer les paradigmes. Les amis de Game Changer nous ont invités ici pour réfléchir. Les Congos d'aujourd'hui, les Congos de demain. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi nous sommes aujourd'hui la risée du monde entier? Il faut qu'on discute, qu'on voit et comment faire pour faire comme les autres. Regardez les Nigérians. Ils ont changé aujourd'hui. Ils ont un régime démocratique. Ils ont un pouvoir qui a cédé et l'alternance au pouvoir est arrivée pacifiquement. Pourquoi pas les Congos? Nous sommes un grand pays, nous sommes au cœur de l'Afrique centrale et c'est les Congos qui fera que l'Afrique décolle et surtout l'Afrique centrale. Donc pour moi, c'est d'une importance capitale parce que la conférence d'aujourd'hui peut créer l'émulation. Donc toutes les diasporas du monde pourront s'inspirer de ce que les amis de Chicago ont fait pour que eux demain fassent la même chose. Pour que les Congolais, partout où ils se trouvent, se mettent ensemble, comme nous, au Congo, aujourd'hui, avec la dynamique de l'opposition, nous sommes mis ensemble, que les Congolais se mettent ensemble pour nous prêter main forte et aller de l'avant pour développer notre pays. Très favorable. Et à féliciter les amis de Game Changer, parce que c'est une occasion de débriefing. Ça veut dire qu'il faut une mise au point de ce que nous faisons au pays. Nous croyons être le monopole de la gestion de la question politique, mais je suis très surpris, et heureusement, parce que les Congolais de Chicago, des États-Unis, veulent apporter
leur contribution, et cette contribution dans le cadre purement intellectuel pour trouver une solution aux problèmes de notre pays. Notre pays traverse un moment historique, un moment où si nous ne prenons pas conscience du danger, et c'est le pays qui pourra être implosé. Donc de Chicago, c'est un coup de pouce de mobilisation pour tous les Congolais qui se trouvent à l'étranger, et nous savons qu'ils sont plus de 10 millions, et les rapports, parce qu'ils ont gardé des liens avec leur famille, avec leur pays, les rapports doivent booster notre action sur terrain, et je crois que c'est avec beaucoup d'espérance que nous comptons gagner cette victoire, la victoire de faire respecter notre Constitution, la victoire de travailler pour des institutions fortes et non de dictateurs qui cherchent à s'imposer. Je pense que cette conférence de Chicago apportera beaucoup d'énergie dans notre lutte pour qu'effectivement le peuple congolais prenne conscience, qu'on soit d'ailleurs ou de dedans au Congo, nous voulons que notre pays aspire au bonheur de son peuple et au changement tel que voulu par le monde démocratique. Ma question sera dirigée vers vous, honorable Faïlou. Nous avons appris la démission du président de la CENI, l'abbé Malou Malou, et de son vice-président, membre du PPRD. Alors, quelle est votre lecture sur la situation actuelle de la CENI et que pensez-vous de son avenir? Écoutez, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est instrumentalisée par M. Kabila. M. Kabila, c'est un militaire, et pour lui, la démocratie veut simplement dire, ou les élections veulent simplement dire comment faire pour lui donner les moyens de rester au pouvoir. Il a instrumentalisé la CENI. C'est lui qui a mis M. Malou Malou en 2006. M. Malou Malou, vous le savez, a fait tout ce qu'il a pu faire en 2006 pour proclamer M. Kabila président. Et vous le savez bien qu'en 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné l'élection présidentielle. En 2011, on a fait partir M. Malou Malou pour des fautes graves commises en 2006. Et voilà, après, 2013, il revient. C'est M. Malou Malou qu'on installe de nouveau parce que Ngoï Moulunda qui l'avait remplacé a aussi été vomi. Alors, maintenant, M. Kabila, voyant que la situation était difficile pour lui et que M. Malou Malou était dans l'impossibilité de lui, comment dire, assurer les pouvoirs, et il trouve des subterfuges pour demander à M. Malou Malou de démissionner. M. Malou Malou, que nous d'ailleurs, nous ne voulions pas, parce que nous avons fait une campagne contre Malou Malou, campagne intitulée Malou Malou dégage. Et nous avons porté plainte contre M. Malou Malou au parquet général de la République. Et si M. Kabila voulait qu'en ce moment-là, M. Malou Malou quitta la tête de la CENI, pourquoi il n'a pas demandé au parquet général d'accéder à notre demande, à notre plainte? Donc, nous nous disons que M. Kabila a plusieurs plans. Il a un plan dans sa tête, plusieurs initiatives, le départ de Malou Malou, la démission forcée de Malou Malou, la démission forcée de son vice-président, membre du PPRD, ça procède de ces plans machiavéliques de déstabiliser le Congo, de déstabiliser la CENI et de traîner les pas pour qu'à un moment donné, on déclare que les élections sont impossibles et la Commission ne pourra pas organiser ces élections et pour glisser. Voilà ce que M. Kabila veut, glisser et rester au pouvoir. Oui, en ce qui concerne l'avenir de la CENI, je soutiens d'abord tout ce que mon collègue Fayoul vient de le dire. Je voudrais aussi vous dire que si on est parvenu à ces démissions en cascade, c'est tout simplement parce qu'au sein de la dynamique de l'opposition, nous nous étions opposés à un dialogue politique et que nous avons opté pour le respect de la loi, que ce soit la Constitution ou la loi électorale, sur l'organisation des élections, en considérant la CENI comme le cadre idéal par excellence où nous devions harmoniser en ce qui concerne tous les points par rapport à l'organisation de futures élections. Eh bien, ils ont voulu, donc le pouvoir Kabila a voulu déstabiliser la CENI pour nous ôter ces prétextes. Mais ça, ce sont des individus. L'institution demeure parce qu'il y a une loi
qui est là, qui organise donc, qui donne à la CENI les compétences d'organisation des élections. Et on a procédé au remplacement de ces individus. Je vous informe en pensant que il y a la questeur qui a démissionné aussi. Nous avons demandé tout simplement la restructuration de la CENI avec un esprit nouveau qui va impulser l'organisation des élections, surtout présidentielles, dans les délais constitutionnels, parce que c'est les seules élections qui ont un calendrier constitutionnel. Le reste, nous allons devoir nous organiser avec la CENI et la majorité, l'opposition, bien entendu, à la tripartite que nous réclamons pour organiser. Donc, je clôture par cette partie pour dire que la restructuration dans l'ensemble de la CENI s'impose. Merci. Honorable Ewaga, nous avons appris que vous avez passé 12 mois incarcéré dans la prison de Makala pour une allégation selon laquelle vous aurez porté outrage au chef de l'État congolais. Dites-nous, selon vous, quel est le chef d'accusation qui était retenu contre vous? Bon, il faut dire que dans cette histoire, d'abord, j'ai déjà pardonné tous mes bourreaux. Je n'ai jamais offensé le chef de l'État. Ils ont présenté la vidéo. Nulle part on a vu là où j'ai offensé le chef de l'État. Et même alors, s'il y avait offense, il n'y a aucune loi au Congo qui condamne parce qu'on a offensé le chef de l'État. Depuis qu'il y a eu la dissolution de la Cour de sûreté de l'État dans notre pays, on ne peut plus parler d'offense au chef de l'État. Et c'est ce qui a justifié la pression de diplomates occidentaux qui ont suivi la vidéo. Nulle part, ils ont vu que moi, j'ai offensé le chef de l'État. Madame, je suis au sommet de mes 63 d'âge. Je suis un ancien gouverneur. Dans ma 3e mandature comme député, je ne vois pas un homme de ce niveau, enseignant à l'université, que je puisse me permettre d'insulter un chef de l'État. Ils n'ont jamais apporté de preuves. Mais il faut dire que c'est la pression. Nous avons fait une forte pression lors de notre meeting. Nous avons exigé que M. Kabila respecte la Constitution de la République démocratique du Congo. Et nous avons présenté un bilan. Il parle de 5 chantiers. Il parle de la révolution de la modernité. C'est de la poudre aux yeux. Parce que je demandais ce jour-là à la population qu'on cite ne fût-ce que quelques réalisations de Mobutu. Inga, le pont Maréchal, le palais du peuple, le stade des martyrs, pour ne citer que cela. Et lorsque je posais la question au peuple, bon, citez-moi une seule réalisation de M. Kabila. La clamère a dit qu'il n'y avait rien. Justement, après la tenue de meeting, seul M. Kalev, le responsable du service de renseignement, qui m'appelle, en disant « Vous venez de déstabiliser le régime ». Et il me gronde. Je dis non, tu ne peux pas gronder un honorable député. Un petit directeur de service, il n'a pas de leçons à me donner. Et puis la nuit, ils viendront le matin, ils vont me prendre, ils vont taper sur mes enfants, moi-même, ils vont me rouler à terre, tout un député, à 1h du matin. On m'amène directement au niveau du parquet général et je suis transféré à la Cour suprême de justice pour flagrance. Et je suis acheminé à Makala après de bagarres où des policiers de M. Kanyama ont eu à me déshabiller publiquement et me jeter dans la prison. Bref, c'est de la dictature. Et la vie en prison, vous savez, Makala, c'est une prison conçue par le Belge en 1952 pour 1500 personnes. Et nous nous sommes retrouvés à 9000, au moment où tous les fonds septiques sont bouchés. Heureusement, le CICR intervient au niveau de l'eau, mais c'est un mouroir. Il n'y a pas une ambulance, il n'y a pas un dispensaire. Chaque soir, chaque matin, ce sont des morts qui sortent. Et ce qui est caractéristique, c'est que le matin, l'odeur nauséabonde des caca, parce que vous imaginez plus de 9000 personnes dans cette promiscuité, ils vous produisent des quantités énormes de caca. Et j'ai compris que Makala, c'est un mouroir. Et beaucoup de gens, vous connaissez Coutinho qui est sorti handicapé. Et les soucis, c'est pour faire mourir les gens. Et nous avons tenu bon, grâce au conseil des amis qui tiennent encore jusqu'ici là-bas. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de prison au Congo, tout est commercialisé. Une visite, on doit payer. Apporter à manger, on doit payer.
La nourriture, il ne faut même pas en parler, c'est une histoire à revoir. Donc nous disons que cette élite doit se poursuivre parce qu'il faut redonner la dignité aux Congolais. Vous savez, pour vider les fonds septiques, mais des Congolais les font pas de main nue. Ils prennent les caca pas de main nue. Et des tortures, des prisonniers, on tabasse les gens, et des gens qui meurent parce qu'ils sont tabassés. Donc bref, c'est une aventure qu'il ne faut pas répéter, mais ceux qui vivent là, ils sont devenus très malheureux pour ça, mais c'est pourquoi il faut forcer la lutte pour que l'État soit véritablement démocratique. Ce sont des souvenirs amers s'il faut parler de la prison. Injustement envoyé en prison, il n'y a pas une loi qui me condamne, parce que le professeur Luzolo Bambi, ancien ministre de la Justice de M. Kabila, qui a publié son livre, son ouvrage sur le code pénal congolais, il a repris toutes les lois de 60 en 2014. Il n'a pas repris la loi sur l'offense au président de la République. Donc c'était un prisonnier personnel de M. Kabila. Peut-être qu'un jour il dira pourquoi il m'a arrêté. Cette question sera adressée à vous trois. Chacun pourra prendre la parole l'un après l'autre. Dans le contexte politique actuel en RDC, on parle du dialogue national et inclusif entre Congolais pour régler la situation électorale dans le pays. Donc, ma question est de savoir pourquoi avez-vous opté le refus du dialogue national alors que notre tradition africaine nous dit de se réunir en vue de trouver une solution en société pour des problèmes qui nous divisent. Quelle est la raison pour laquelle vous refusez de participer à ce dialogue national? Dialogue comme contexte noble pour nous entendre, palabre africain et soi-disant en passant, mais je voudrais vous dire que le dialogue a changé les connotations en République démocratique du Congo. Les concepts de dialogue n'est plus de la manière dont on les comprend. Dialogue au Congo entre politiciens signifie désormais, malheureusement, tout simplement, parlons et partageons les pouvoirs. Et je devrais aussi le dire que dialoguer, chaque chose a son temps. Il fut un moment, il a fallu que nous allions au dialogue avec la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour amener les Congolais à échanger, parce que nous sommes en fait au Congo dans un virage très important de notre vie, où pour la première fois, nous sommes en train d'expérimenter l'alternance politique où un président déclaré gagnant 2 fois à travers les élections est dans son 2e et dernier mandat. On n'en a pas une jurisprudence, tous les présidents avant Kabila n'ont pas terminé leur mandat. Et c'est pourquoi, à l'époque, il nous a été demandé d'aller aux concertations nationales qui nous avons concerné le dialogue. Les collègues autour de la table ici, leurs partis politiques qui n'ont pas participé, le MLC, en toute conscience, avait participé à ces pourparlers. Au sortir de ces concertations nationales, il y avait 679 résolutions dont nous avons pris les prioritaires, une centaine de résolutions, parmi lesquelles le respect de la Constitution, et puis l'organisation des élections, tous les cycles électoraux, y compris les présidentielles les plus importantes, dans les délais constitutionnels, et il y a eu la loi de l'amnistie, etc. Je ne prends que ces résolutions-là. Nous avons pensé, nous, MLC, ensemble avec les amis de la dynamique, et chaque chose a son temps. Nous avons parlé, c'est fini, maintenant il faut passer à l'acte. On ne peut pas aller dans un dialogue politique demandé par le président Kabila pour que nous puissions aller faire des combines politiques à partager le pouvoir. Non, ce moment-là est révolu. Il est arrivé le moment où le peuple congolais doit décider en ce qui concerne ses dirigeants et conformément à la Constitution de la République. Voilà pourquoi nous avons dit non à ces dialogues, mais néanmoins, parce que nous savons que c'est une vertu, de manière permanente, nous voulons la tripartite avec la CENI, qui était d'ailleurs déjà commencée le 25 mai 2015 et le 22 juin de même année où la CENI nous avait invité, majorité opposition. Nous avions parlé d'abord sur la continuité des dépôts des candidatures des élections provinciales et aussi en ce qui concerne la matière des doublons. Donc nous pensons que c'est le seul cadre qui concerne, qui doit parler des élections, l'enrôlement de nouveaux majeurs,
ou l'enrôlement de tous les électeurs, si vous voulez, parler de la fiabilisation du fichier électoral, le financement des élections et la sécurisation de tous les processus, parce que on ne peut pas laisser ces matières-là qui concernent les compétences de la CENI pour la mener ailleurs. On ne peut pas inviter les jeunes, les étudiants, les musiciens, les chefs coutumiers, et tout, pour leur parler du financement des élections, pour leur parler de la sécurisation des élections. Ce n'est pas leur compétence. Et nous avons déjà parlé, on n'a qu'à appliquer les résolutions des concertations. Maintenant, il faut plutôt que les pouvoirs organisateurs des élections et les acteurs concernés par les élections se mettent ensemble pour pouvoir le faire de manière permanente. Ce n'est pas un forum de 2-3 jours et puis vous partagez les pouvoirs, mais plutôt que ce soit un cadre permanent. À chaque fois qu'il y a de besoin, nous nous invitons pour harmoniser le point de vue par rapport au déroulement du processus. La position, c'est que le dialogue convoqué par M. Kabila n'a pas d'objet. Est-ce que, parce que quelqu'un a la fin mandat, il faut organiser un dialogue? Obama va le faire chez vous ici? Un dialogue parce qu'il termine son mandat? Ce qui est derrière la tête de M. Kabila, c'est chercher un glissement. Ça veut dire quoi? Avec ce dialogue, il va obtenir un compromis politique. Et nous mettrons une croix sur la Constitution du 18 février. Et ce sera la fin. C'est une monarchie qui va s'instaurer dans notre pays. Et ceux d'expérience, vous allez dire, et il est dit lui-même, on me prête des intentions. On ne prête pas des intentions, parce qu'il envoie ses collaborateurs contacter les opposants la nuit pour nous demander, solliciter le glissement. On ne raconte pas des histoires. Le chef de service de sécurité, son directeur de cabinet, il passe voir les opposants dans des maisons en disant « Est-ce que vous ne pouvez pas accepter, accorder au raïs, c'est comme ça qu'ils l'appellent, un glissement ?» Vu ce danger, parce que les 15 ans ont enregistré un fiasco, le sang des Congolais continue à couler. Et nous voulons tenter une expérience, une alternance démocratique dans notre pays. Nous disons qu'il n'est pas question d'aller dans ce dialogue. Pourquoi? Des questions qui touchent à l'enrôlement. La CENI est incompétente et indépendante. Des questions qui touchent au financement. Le gouvernement, nous sommes ici l'autorité morale, autorité budgétaire, je veux dire. Nous avons, depuis 2012, gardé une cagnotte de 250 millions de dollars chaque année. Cet argent existe. S'il y a des détournements, c'est très grave. Aujourd'hui, au bout de 4 ans, nous devons avoir 1 milliard de dollars pour les élections. Donc le prétexte d'argent ne se pose pas. C'est une question que le gouvernement doit résoudre. La sécurisation. Nous avons la police, nous avons notre armée, nous avons la MONUSCO. Ils peuvent assurer cette sécurisation. Alors le problème du dialogue, il se pose où? Donc, c'est une distraction et nous déplorons que aujourd'hui, il y a des acteurs politiques qui veulent le suivre et les mêmes choses produisant les mêmes effets. Il va se cogner contre le mur. Ils ont tenté, regardez ce qui est arrivé au MRC aujourd'hui, ils ont décapité toute la direction politique du MRC. Il faut féliciter la maman, depuis qu'elle est là, les partis ont repris toutes ces énergies, et tout cela, c'est pour essayer de disqualifier l'opposition. Et puis, madame, vous voulez que nous allions au dialogue? Non, tel n'est pas votre choix, comme les autres le disent. Mais l'implosion qui s'est produite au niveau de la majorité. Le G7, ça veut dire quoi? Le conseiller spécial du chef de l'État, il dit on doit respecter la Constitution parce qu'il a lu la tendance qui est de violer la Constitution. Okay. Donc, oui, nous reviendrons à la G7. Oui. Je voulais juste aussi accorder la parole à l'honorable. D'accord. Je suis sûr que vous êtes du même avis que pour clôturer, donc pour nous, il n'est pas question d'aller dans ce dialogue piège convoqué par M. Kabila, totalement essoufflé. Il ne faut pas lui donner l'oxygène pour qu'il bondisse. Les collègues ont parlé, c'est la position de la dynamique. Les dialogues, c'est une distraction, c'est une diversion. M. Kabila est essoufflé, M. Kabila, et ce n'est pas à nous de lui donner des béquilles. Il veut ces dialogues simplement pour avoir des gens avec lui
et faire ce qu'il appelle le gouvernement de transition. Mais si jamais il ne réussissait pas dans ce dialogue, il va tout bonnement aller vers les référendums. Voilà, M. Kabila a des initiatives énormes. Il en a beaucoup. Et il est en train de les dérouler une à une. Mais ce n'est pas à nous. Donc, les collègues ont parlé. Nous n'accepterons pas ces dialogues. Oui, les gens peuvent parler. Nous avons demandé les dialogues depuis. Mais quand nous avons demandé les dialogues fin 2011, 2012, 2013, M. Kabila et ses amis nous ont opposé que le pays n'était pas en crise. Il n'y avait pas de crise. Aujourd'hui, quelle est cette crise? Hier, il y avait une crise de légitimité, parce que M. Kabila n'avait pas gagné l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il est près de la sortie. Mais pourquoi il veut un dialogue? Nous disons simplement respect strict de la Constitution. On a dialogué à la Conférence nationale souveraine, on a dialogué à Sun City. Sun City nous a produit quelque chose de merveilleux. L'accord global et inclusif qui nous a amené l'actuelle Constitution. Il faut la respecter, un point, un trait. Parlons de la dynamique de l'opposition. Récemment, vous vous êtes réunis pour parler et discuter de la situation politique qui sévit au pays. Donc, le premier volet, quels sont les acquis de cette rencontre? Et le deuxième volet, est-ce que la dynamique de l'opposition est en synergie avec le G7 dont vous avez parlé tout à l'heure? Et le troisième volet, qu'en est-il de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, par rapport justement à cette dynamique de l'opposition? La Convention a montré à la face du monde que l'opposition peut, comment dire, ou les opposants peuvent cette affaire. Depuis le 15 janvier, nous avons signé un contrat de confiance. Ça fait presque un an. Et nous avons fait la Convention pour regarder toute la lutte, je dirais mieux, toutes les luttes que nous avons menées ensemble, les victoires remportées ensemble. Et nous sommes prêts pour gagner cette bataille de respect de la Constitution. Donc les acquis sont là et nous avons dressé un calendrier d'action. Nous allons mener des actions. Nous avons pris une quarantaine de résolutions. Et ces résolutions, nous allons les appliquer à la lettre pour que demain, M. Kabila parte. Notre objectif ultime, c'est le respect de la Constitution. Notre objectif, c'est que le 19 décembre 2016, M. Kabila doit dégager. Notre objectif, c'est que le 20 décembre 2016, il y aura un président ou une présidente élue démocratiquement par les Congolais qui va prêter serment et qui va aller au palais de la nation. Voici les acquis. Les acquis, c'est que nous sommes en synergie avec le peuple congolais, et le peuple congolais nous a mandaté, et nous allons revenir régulièrement et avec ce peuple, pour que le peuple s'approprie l'article 64 de la Constitution, qui dit très simplement que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui veut exercer le pouvoir ou se maintenir au pouvoir en violant la Constitution du 18 février 2006. Alors, maintenant, les G7. Vous avez vu, nous avons invité les G7. Le G7, comme mon collègue Ewanga a dit, le G7, les membres du G7 ont demandé un dialogue interne dans leur ancien regroupement politique, la MP. M. Kabila leur a dit non. Et maintenant, ils ont le même discours que nous aujourd'hui. Leur discours, c'est quoi? Respect de la Constitution. Si les gens demandent le respect de la Constitution, c'est ça que nous voulons. Tout Congolais, toute Congolaise qui demandera, comment dire, ce respect de la Constitution, nous serons d'accord avec lui ou avec elle. De même pour le gouverneur ou l'ancien gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi, il demande le respect de la Constitution. Nous disons merci. Les gens qui nous rejoignent, qu'est-ce que vous voulez? Nous acceptons et nous avons dit à la Convention, un des acquis, que nous sommes pour un large front pour la défense de notre Constitution et pour que l'alternance soit une réalité, l'alternance en 2016 soit une réalité dans notre pays. Honorable, revenons sur le G7. Donc,
Êtes-vous dans la même longueur d'onde avec le G7? Êtes-vous en synergie? Que diriez-vous? Il faut dire, c'est comme vient de reprendre le collègue Faïlou, ça veut dire que la loi portant statut de l'opposition est claire. À partir du moment où vous quittez la gestion, vous êtes opposant. Donc, du point de vue juridique, ils sont automatiquement opposants. Mais opposants parce que nous partageons une convergence de vues, s'agissant du respect strict de la Constitution, de délai constitutionnel. Et c'est pourquoi nous avons salué avec bonheur, le jour de la clôture de notre convention, la présence de ces dignes fils du pays qui ont accepté d'être avec nous. Il a parlé de larges fronts. Vous savez, dans nos villages, pour abattre un gibier, il faut l'encercler. Et nous pensons qu'au moment où la maison de M. Kabila s'est vide, nous avons tout intérêt à accueillir tout ce monde-là. C'est pourquoi nous avons salué le discours. Et puis aussi, M. Katumbi, qui est arrivé, il est beaucoup plus pragmatique également. Il est déterminé pour qu'on sauve, d'après lui, notre jeune démocratie, parce qu'elle est encore jeune. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous allons renforcer la conjugaison des énergies qui se ressemblent pour précipiter la chute de celui qui refuse de quitter le pouvoir et assister à cette alternance démocratique dans le délai constitutionnel. Parce que ce n'est pas trop tard, c'est un problème de volonté politique. Et je suis sûr qu'ensemble, nous pouvons vivre cette alternance le 20 décembre 2016. Mon opinion, je commencerai d'abord par les acquis de travaux que nous avions eu de la Convention de la dynamique de l'opposition pour dire que de tous les temps, le peuple congolais s'était déjà exprimé en ce qui concerne l'alternance politique. Mais il s'est posé un problème au niveau de l'opposition qui n'était pas unie. Vous n'avez qu'à interroger l'histoire. En 2006, M. Kabila avait obtenu au premier tour des élections, après bourrage des urnes, 44%. Ça signifiait tout simplement que 56% des Congolais n'étaient plus d'accord avec lui et voulaient qu'il y ait l'alternance politique. Mais il s'est posé un problème de canalisation d'un leadership commun au sein de l'opposition. En 2011, nous avons connu le même problème. La preuve, aujourd'hui, le président Kabila gouverne avec 48%. Après toutes les acrobaties, c'est ici aux États-Unis avec la Fondation Carter qui avait éclaboussé d'ailleurs le processus électoral en 2011 avec tout ce qu'il y avait comme imperfection. Eh bien, vous êtes parent, tel que je vous vois. Si votre enfant vous amène un bulletin de 48%, je ne sais pas si vous allez déclarer qu'il a réussi à gagner. Sachez que Kabila est en train de diriger avec 48%. Donc la majorité des Congolais n'acceptent pas son programme. Mais une fois de plus, on a eu des problèmes parce qu'on n'a pas pu, nous de l'opposition, avoir un leadership commun. Et ça, la Convention, nous avons scellé les contrats de confiance signés au mois de janvier de cette année, le 15 janvier, avant, c'était suivi à l'issue de tout le processus que nous avions eu pendant la session parlementaire de septembre pour battre en brèche donc, les stratégies machiavéliques de changer la constitution, la loi électorale, et nous avons dit l'union fait la force et nous allons désormais aller vers une unité de l'opposition en tout et pour tout, pour que nous puissions répondre aux aspirations de notre population. Cet acquis-là, le plus important est celui-là. Alors, s'agissant de G7, le G7 aujourd'hui vient de crédibiliser l'opposition en République démocratique du Congo. Parce que de tout le temps, on nous disait que nous étions en train de prêter des intentions au président Kabila sur la violation de la Constitution, sur son maintien au pouvoir, le glissement tel que nous les nommons. Mais maintenant, plus personne ne peut parler de procès d'intention parce que ceux qui étaient au sein des saints, ceux qui étaient là, il les a convoqués au cours d'une réunion, il leur a demandé que tous puissent mettre dans le panier des stratégies qui vont lui permettre de rester au pouvoir. Mais un groupe de Congolais constitué donc de 7 partis politiques, les leaders de ces groupes disent mais non, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas violer la Constitution. La Constitution, c'est l'idée des droits des citoyens. Et la Constitution a des dispositions décrétées, déclarées intangibles, notamment l'article 220, en termes de principes
de mandat du président de la République. Donc nous ne pouvons pas toucher à cela. Là, c'est non négociable. Alors, du coup, lorsqu'il y a eu cet acte posé par ces vaillants congolais, et ça a crédibilisé le discours de l'opposition. Et surtout lorsque nous disions que nous ne pouvons pas aller au dialogue convoqué par M. Kabila, même les partenaires extérieurs et certains compatriotes, la société civile congolaise ne comprenaient jamais notre démarche pour dire que nous sommes des extrémistes, on nous collait tous des épithètes du monde. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a vu l'acte posé par le G7 et aussi l'ancien gouverneur du Katanga, on voit que ben voilà, nous avons dans ces pays des fils et des filles qui réfléchissent pour protéger la République. Voilà mon point de vue sur la question de l'acquis de la dynamique, les acquis de la Convention, aussi l'acte posé par le G7 et la collaboration que nous pouvons avoir avec eux. Donc nous avons des intersections. Banquet qui a certaines différences, c'est logique, c'est normal. Le pluralisme politique est connu dans notre pays. On ne peut pas parler certes de l'unanimité, mais l'unité est là, les convergences sont là. Pourquoi l'opposition congolaise refuse-t-elle la révision de la Constitution et le recensement qui pourrait permettre de finalement déterminer qui est congolais et aussi savoir combien de Congolais y a-t-il à l'instant même au pays? Pourquoi l'opposition refuse-t-elle? Ouais, voilà. En ce qui concerne la Constitution, c'est un document sacré. La Constitution, c'est l'idée des droits des citoyens, c'est la loi fondamentale. Et pour nous, la Constitution, c'est tout un processus. La Constitution est le fruit d'ailleurs de l'acceptation de la population à travers le référendum. Et la Constitution, je recommande d'ailleurs à tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre, de lire tout simplement l'exposé des motifs de la Constitution. C'est ce que je vais faire d'ailleurs au cours de la conférence de ce soir. Je vais me focaliser sur l'exposé des motifs pour comprendre le bien fondé de la Constitution. C'est ce qui nous unit. C'est l'architecture de la République démocratique du Congo repose sur la Constitution. Vouloir bouleverser cette architecture, c'est déstabiliser les tout. Je vous donne un petit exemple. Lorsque, à travers un putsch politique, la majorité a modifié la Constitution en 2011. Nous sommes allés de 2 tours aux élections à un seul tour aux élections présidentielles. Vous avez vu que ça nous rattrape et ça déstabilise tout un pays où nous enregistrons aujourd'hui des assemblées provinciales qui sont en dépassement total de mandat. Élus depuis 2006, les députés provinciaux sont là. Ce n'est pas de leur faute, tout simplement parce qu'il était prévu qu'en premier tour des élections présidentielles, nous ayons des couplés avec les législatives nationales. Et le deuxième tour des élections présidentielles, ça devait être couplé avec des élections provinciales. Et depuis lors, comme on n'a jamais eu de deuxième tour, et on ne sait pas en termes budgétaires et en termes de temps où classer les élections provinciales. Il y a eu des incidences négatives sur le dépassement du mandat aussi des sénateurs. Moi-même, j'étais sénateur pendant 5 ans. J'ai respecté la Constitution. Je suis allé à l'Assemblée nationale pour ne pas connaître le glissement, croyant que nous allons obtenir le renouvellement du Sénat. Mais maintenant, je suis en train de terminer bientôt mon mandat. Le même Sénat, les collègues avec qui nous étions élus demeurent. Et ça, vous avez vu, il y a dysfonctionnement de la République. À telle enseigne qu'on en est arrivé jusqu'à ce que le président de la République, censé protéger la Constitution, qui a prêté serment devant Dieu et la nation pour respecter et faire respecter la Constitution, vient encore de violer de la manière la plus éhontée avec la nomination des commissaires spéciaux qui ne reposent sur aucune base juridique, tout simplement parce que la Constitution a été modifiée en 2011. Vous voyez ce genre de conséquences. Alors, ce qui nous reste encore de ces documents importants de la République, nous ne pouvons plus y toucher. Voilà ce que je peux vous dire concernant le respect de la Constitution. Alors, le recensement. Le recensement, c'est un travail normal, quotidien d'un État, à travers l'Institut
national des statistiques, à travers le ministère du Plan et tout. Ce n'est pas, on ne peut pas les lier directement aux élections. Le recensement, ce n'est pas seulement pour la matière électorale. Le recensement, c'est pour l'administration de l'État. On doit savoir il y a autant d'habitants dans une zone géographique donnée pour y envoyer des médecins, pour y envoyer des cours et tribunaux, pour y construire des écoles, pour tenir compte de routes et tout ça, pour l'appui. Donc si on ne connaît pas, c'est comme chez nous, je suis une femme à la maison, si je ne connais pas le nombre de personnes qui sont dans ma maison, je ne saurais pas les gérer. Je dois connaître non seulement le nombre, mais ventiler en termes de sexe, il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes, il y a combien d'enfants, il y a combien de jeunes, il y a combien de personnes vulnérables, de sorte que chaque catégorie puisse bénéficier d'une spécificité de ses droits humains, des droits fondamentaux. Donc c'est ça le recensement. Et si on lit aujourd'hui le recensement, tous les recensements scientifiques qui remontent de 1984 à ces jours, et combien il y a eu de migration de la population, l'état civil n'a plus jamais existé, on ne contrôle plus rien, alors c'est qu'on ne veut pas qu'il organise des élections. Pour le moment, nous avons trouvé un contour important, c'est l'enrôlement des personnes en âge de voter. Ça concernant les élections. Et par rapport au recensement scientifique, on n'interdit pas l'Office national sur l'identificateur de la population de les faire, mais c'est que nous ne voulons pas les lier, les conditionner à l'organisation des élections. Voilà ce que je peux dire. Comme ils avaient cette mauvaise idée, et ils ont extirpé finalement, après pression, l'alinéa de la loi électorale qui conditionnait l'organisation des élections par les résultats de l'Office national d'identification de la population, le recensement, vous voyez qu'on les a totalement vidés d'arguments et cet office, on n'en parle plus. Donc voilà mon point de vue concernant la Constitution et le recensement. Okay. Ma prochaine question sera adressée à vous, honorable Wanga. Parlons de la congolité en ce qui concerne la magistrature suprême. Selon vous, qui est congolais et qui est éligible à la magistrature suprême? Et si je dois être encore plus détaillé, pensez-vous que Vital Kamerhe est congolais et éligible à la magistrature suprême? Non, je veux dire que la Constitution tranche déjà cette question. Le problème de la congolité, nous avons connu des expériences en Côte d'Ivoire et ailleurs. Je crois qu'il ne faut pas allumer le feu pour rien. Vital Kamerhe est congolais à 100%. Et on n'a pas de leçons à nous donner là-dessus. Pourquoi pensez-vous qu'il y a ce mythe autour de sa personne? Non, non, il n'y a pas de mythe parce qu'il était candidat aux élections présidentielles. Il est sorti 3e. Ça veut dire qu'il avait cette possibilité d'être élu président de la République. Donc les lois du pays ne l'ont pas empêché à se présenter comme candidat et évoquer cela comme un argument superfétatoire pour chercher à l'éliminer, ça n'a pas de sens. Les parents de Vital Kamerhe sont connus de tout le monde. Sa mère est encore vivante, originaire du territoire de Walungu. Le peuple du Nord et du Sud Kivu, comme de Congolais en général, reconnaissent à Vital Kamerhe un espoir pour ce pays. Donc, soulever un problème de la congolité en rapport avec Vital Kamerhe, c'est une fausse question. Et vous savez que nous devons évoluer avec le temps. Aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, vos enfants qui naissent ici sont des Américains. Et cette question est déjà posée au niveau même du Parlement. Nous allons voir dans quelle mesure il faut revoir cette question de, je ne parle pas de la congolité, mais cette question de la nationalité. Parce qu'ici, aux États-Unis, c'est un pays qui est une expression même de cette expression de nationalité où vous avez un pays cosmopolite, où toutes les nations du monde viennent construire ici. Je ne dis pas que le Congo aujourd'hui accède à ce stade, parce que nous n'avons pas encore un État. L'Amérique a un État. L'Amérique a des services qui contrôlent, qui sont congolais, pardon, qui sont américains, qui ne le sont pas. Nous avons cette difficulté. Là, vous veniez de parler du recensement, et madame venait de vous donner une réponse. Nous devons savoir combien de Congolais nous sommes, et surtout que nos frontières ne sont pas contrôlées. Mais ce
qui aujourd'hui jouent le rôle des acteurs politiques dans notre pays. La Constitution leur donne tous les droits de devenir candidats et de gérer ce pays si c'est la volonté de notre peuple. Donc, je reviens sur cette question pour Vital Kamerhe. Au niveau de l'INC, ça n'a jamais été une préoccupation. Parce que nous sommes allés au grand jour déposer son dossier. La Cour suprême qui a examiné le dossier n'a pas posé problème. Il ne faut pas qu'il y ait de récupérateurs de dernière minute pour poser n'importe quelle question. Et je crois que c'est aussi une distraction. Le Congo a besoin de toutes les énergies et de toutes les intelligences. Quelqu'un qui a passé toute sa vie, qui a ses parents au Congo, il ne faut pas parce qu'il se présente à une course présidentielle qu'il peut évoquer toutes ces questions. Et je crois que ce cas n'est pas le seul. On nous cite beaucoup de gens, mais aujourd'hui, il ne faut pas faire le jeu du pouvoir. Nous voulons qu'il y ait des Congolais qui puissent se présenter à la magistrature suprême et diriger ce pays et lui donner une autre physionomie. Parce qu'avec toutes nos richesses, n'oubliez pas, madame, que Frantz Fanon a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver et que la gâchette, c'était au Congo. Mais quand est-ce que nous allons jouer avec cette gâchette pour apporter la paix, pas pour tuer les gens? Ce scandale géologique, écologique, hydraulique et autres, et le peuple est malheureux. Alors je pense que le moment n'est pas la distraction, nous devons aller de l'avant. Et la question de la congolité, il ne faut pas que ce soit une distraction. Les vrais objectifs qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est instaurer un état de droit au Congo, remettre le pays sur les rails de la bonne gouvernance pour que le peuple congolais aspire au bonheur comme tous les peuples du monde. Par rapport aux élections de 2016, pouvons-nous nous attendre à une candidature unique de l'opposition? C'est une très bonne question. Et parmi les acquis de la Convention, je crois qu'il y a eu beaucoup de sagesse là-dessus. Nous nous sommes interdits d'aborder la question électorale. Notre objectif premier, c'est d'abord le respect de notre Constitution. Contraindre M. Kabila à respecter la Constitution. Et après, l'opposition est plurielle. Il peut y avoir la position, la maladie. On peut arriver à choisir un candidat. Pourquoi pas chez nous? Parce qu'au Nigeria, cela se réalisait. Et avec bonheur, un président a été élu. Mais il faut saluer, madame, la naissance de la dynamique de l'opposition. C'est un cas insoupçonné qui n'arrive pas tous les jours sous le ciel congolais, où tout le monde se réalise que le pouvoir distribué par les dictateurs n'apporte rien et que notre peuple, sa pauvreté continue à peser sur nous et sur notre conscience, et qu'à un moment sursaut patriotique doit nous amener à refuser les petits bonheurs et à penser au grand bonheur pour notre peuple. Et je crois que de ces côtés-là, nous sommes en train de travailler pour que nous arrivions à obtenir un leadership commun et faire sortir un candidat pour l'opposition. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Okay. Honorable Fayulu, est-ce que vous regrettez d'avoir rejoint l'Assemblée nationale pendant qu'en 2011, juste après les élections, le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, vous avait demandé de ne pas siéger? Et aussi, comment interprétez-vous la position actuelle de l'UDPS de joindre le dialogue alors que la dynamique de l'opposition actuelle refuse ce même dialogue? La deuxième partie de votre question, vous ferez mieux de la poser aux membres de l'UDPS. Mais quant à moi, et je suis content d'avoir pris avec mon parti, SID, avec les regroupements politiques que je dirige, les FAC, le Force Acquise au Changement, cette décision d'entrer à l'Assemblée nationale. Et nous sommes là tous, les amis. Nous avons des acquis. Nous avons aujourd'hui un bilan positif et très positif. Nous sommes entrés à l'Assemblée nationale. Il y avait cette affaire de balkanisation du Congo, de notre pays. Et nous avons lutté. Nous avons mis à nu le plan machiavélique de M23
Nous avons discuté de ces plans. M. Kabila et ses amis disaient qu'il n'y avait pas de militaires rwandais dans notre pays. Finalement, nous avons vu 252 soldats rwandais sortir de Rutshuru. C'est grâce à nous, à notre présence à l'Assemblée nationale. Mais à l'Assemblée nationale, nous tous ici, nous nous sommes battus pour le respect de la Constitution, pour le non-changement, pour la non-révision de la Constitution. Rappelez-vous du livre de M. Bochab. Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Et toute la publicité faite, et tout ce qu'ils ont entrepris. Mais heureusement que nous étions là. Rappelez-vous les combats que nous avons menés contre le recensement. Rappelez-vous que nous avons des acquis, heureusement, si nous n'étions pas, j'ai mis quiconque au défi, si nous n'étions pas à l'Assemblée nationale, M. Kabila aurait déjà réviser la Constitution, aurait déjà changé la Constitution. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, on ne pourra pas, on devait simplement regarder comme aujourd'hui les Congolais de Brazza sont en train de regarder et de voir M. Sassou aller de l'avant et réaliser son plan. Mais nous avons barré la route à M. Kabila et il y a des acquis, je peux vous en citer d'autres. Donc, je ne regrette pas et je crois que mes collègues ici non plus, personne ne regrette, nous sommes là. Nous ne sommes pas allés à l'Assemblée nationale pour accompagner M. Kabila. Nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour opposer à M. Kabila la Constitution de la République, pour lui demander de respecter les lois de la République, pour lui dire que, voilà, vous avez essayé, mais maintenant, vous ne pouvez plus continuer. Nous avons arrêté cette idée de M. Kabila d'organiser les élections locales. Si nous n'étions pas à l'Assemblée nationale, M. Kabila aurait déjà organisé les élections locales depuis. Et aujourd'hui, comme il voit que les temps pressent, il va d'une façon précipitée mettre en marche le démantèlement des provinces. Mais ce n'est pas fini parce que vous avez demandé les acquis de la Convention. Une des résolutions de la Convention, nous allons saisir la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Même si elle est inféodée, nous allons la saisir pour lui demander qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que M. Kabila pouvait nommer des commissaires spéciaux? Est-ce qu'il pouvait le faire? Est-ce que la Constitution le prévoit? Est-ce que quelque part dans l'arsenal juridique congolais, on trouve ce genre de qualifications? Donc, alors, comme je dis, l'UDPS parle des dialogues, mais j'ai vu le président Tshisekedi moi-même, il y a 2 mois aujourd'hui et 2 semaines à peu près. Je l'ai vu, on a discuté librement, gentiment, et on s'est compris. Et je crois, et je le répète, je crois que la situation qui se passe maintenant au sein de l'UDPS, c'est à l'UDPS de la gérer, mais l'avenir nous donnera plus de vérité. Vous faites partie, vous êtes du MLC, et en parlant de MLC, comment va M. Jean-Pierre Bemba et à quand sa libération? Du point de vue de santé, il va très bien. En cas de sa libération, nous attendons le verdict de la Cour. Je tiens à souligner que jusqu'à preuve du contraire, le bureau du procureur ne parvient pas à présenter des preuves au-delà de tout doute raisonnable que, d'abord, que le seul troupe qui était parti, des troupes qui étaient en République centrafricaine, seules les troupes MLC auraient commis des exactions là-bas, et que si on prouvait que c'était seules les troupes du MLC qui auraient commis des exactions, le procureur doit encore prouver au-delà de tout doute raisonnable que M. Bemba avait les contrôles et les commandements effectifs de ces troupes. Donc, il devait être dans la chaîne de commandement. Mais je voudrais informer l'opinion, certes, pour ceux qui le savent, rappeler que pour avoir ces preuves, le bureau du procureur a besoin des témoignages. Des 43 témoins à charge pour l'affaire principale, 22 témoins ont écrit à la Cour pour dénoncer qu'on leur avait demandé de charger Bemba en échange des avantages. Ils ont écrit, ils ont déposé cette lettre. Lorsqu'ils ont tenté de remettre la lettre à la défense, donc à l'équipe Bemba, la Cour a pensé qu'il y avait une subornation.
des témoins, on les a poussés à coup d'argent pour qu'ils écrivent. Mais les témoins sont en train de défiler un à un pour la deuxième affaire. Ils confirment qu'ils ne connaissent pas M. Bemba. Et ils n'ont aucune charge, mais on leur a demandé de le charger en échange des avantages. C'est à la cour nous dire qui a corrompu les témoins, qui n'a pas corrompu. Et pour le même fait, pour votre information, vous le savez certes déjà, on poursuit M. Bemba d'une négligence. Parce que c'était au début l'article 25 du statut de Rome, de la Cour pénale, avec 10 000 pages d'accusation. La Cour, les juges de la Cour ont demandé au bureau du procureur de requalifier. Requalifier les accusations signifie tout simplement que les 10 000 pages d'accusation étaient tombées caduques. Mais comme c'est plus une affaire politique que juridique, nous osons croire que la justice de Dieu aussi est là, eh bien, pour le moment, il est poursuivi à l'article 28 du statut de Rome sur la responsabilité des chefs hiérarchiques, dont les faits qu'auraient commis les militaires mis à la disposition du gouvernement centrafricain de l'époque. Alors on dit, le chef d'accusation c'est Bemba, il aurait dû savoir que ces troupes s'apprêtaient à commettre des exactions, mais qui n'avaient pas agi. De vous et moi, une personne qui aurait dû savoir que ces troupes s'apprêtaient à commettre des exactions, je ne sais pas si on peut rentrer dans les mentales des gens que vous envoyez à une rescousse quelque part. Et aujourd'hui, normalement, le verdict devait tomber au plus tard le 15 juin 2015, parce que la procédure est complètement terminée concernant l'affaire principale. Les témoins à charge et à décharge ont défilé, les juges sont entrés en délibéré, nous attendions le verdict, mais qui ne tombe toujours pas. La Cour elle-même est en dépassement de 5 mois, en violation même de la procédure aux décisions à donner aux affaires. Pourquoi ces dépassements? Seul Dieu le sait, mais bon, moi je me dis, Dieu a son agenda, nous aussi nous avons notre agenda. Si peut-être au mois de juin, il y avait un verdict, peut-être la Cour n'aurait pas eu beaucoup d'éléments. Comme vous le savez, la République centrafricaine, il y a toujours des turbulences là-bas, entre les Séléka et les anti-Balaka. Et il y a eu l'armée française qui était partie accompagné par le président François Hollande lui-même pour instaurer la paix. Et vous savez que les troupes françaises aujourd'hui sont accusées, il y a présomption des chefs d'accusation chez eux, des exactions qu'ils auraient commis. Et là, eux-mêmes ont commis ces exactions, ils ont même posté sur des réseaux sociaux, donc les preuves ne sont pas à rechercher. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, la Cour va poursuivre le président François Hollande pour dire, parce que c'est lui le commandant suprême, même si les Français ont signé le statut de Rome avec des éléments de réserve disant que si jamais un Français tombait dans la violation des dispositions de ces statuts de Rome, il ne peut être jugé que par les cours et tribunaux français. Mais la Cour aurait dû faire une action dans le sens à demander au président Hollande qu'il aurait dû savoir que ces troupes s'apprêtaient à commettre des exactions quand il les a amenées. Il en est de même pour les troupes de la MINUSCA, Casque Bleu, où M. Babacar Gueye, responsable des opérations militaires sur terrain, a été limogé parce que les troupes de la MONUSCO, de MINUSCA auraient commis des exactions, des Casques Bleus auraient commis des exactions du même genre, viol des enfants, sodomisation et autres crimes des compétences de la Cour pénale internationale. Alors moi je me dis pourquoi on a limogé M. Babacar Gueye, pourquoi il n'était pas convoqué à la Cour. Et parmi les militaires des Casques Bleus, il y a eu aussi 3 Congolais. Alors les 3 Congolais relèvent du commandant suprême de notre armée qui se trouve être le président Kabila. Alors il faudrait que la Cour aussi le convoque, il faut qu'il y ait un mandat pour qu'il aille répondre qu'il a envoyé des troupes là-bas. Il aurait dû savoir que ces troupes s'apprêtaient à commettre des exactions. Tout ça, ce sont des éléments en fait aujourd'hui qui donnent aussi une autre réflexion aux juges de la Cour. J'ose croire, parce qu'il y avait les chefs d'accusation de 10 000 pages et que la défense avait à peu près aussi 4 000 pages de l'argumentaire. Alors, pour rédiger une décision, il faudrait aussi qu'il y ait autant de pages pour commenter. Nous attendons. Nous sommes sereins, en tout cas, nous sommes totalement sereins à attendre cela, mais nous osons croire que la justice
sera donné. Mais là, vous savez vous-même, l'Union africaine, son point de vue par rapport à la Cour pénale internationale qui est pratiquement devenue comme une cour qui ne poursuit que les Africains. Moi-même, en tant que défenseur des droits humains, j'ai milité pour la création de cette cour. Mais aujourd'hui, la Cour pénale est utilisée comme un instrument pour éliminer des adversaires politiques, ce qui est dommage d'ailleurs. Voilà en détail, comme c'est la première fois sur vos écrans pour que je parle de ces dossiers, j'ai voulu un peu m'étaler pour qu'il y ait une bonne compréhension. Voyons des membres du MLC dans le gouvernement Matata 3. Devons-nous y lire comme une certaine dissension au sein du MLC? Ces sujets-là, je dois aller tout droit au but pour vous dire que c'est une stratégie du régime Kabila pour déstabiliser les partis d'opposition. Ils l'ont fait avec le MLC, le débauchage. M. Thomas Lohaka, pour le moment, se trouve dans la majorité. La dernière activité qu'il avait fait, il s'est annoncé qu'il est dans la majorité. Et c'est clair d'ailleurs, l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition est clair, est réputé avoir renoncé au statut de l'opposition le parti ou le regroupement politique qui accepte de partager les responsabilités au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau national, provincial, à tous les niveaux. Donc le cas de Thomas Lohaka est clair. Mais là, je vois plus, je pointe le doigt au vice-premier ministre Bochab, qui a la responsabilité du ministère de l'Intérieur, les compétences de la gestion des partis politiques. C'est lui qui vient de violer en fait la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. L'article 7 est clair. Aucun parti ne peut porter la dénomination, les sigles, les emblèmes d'un parti reconnu qui existe. Mais lui, il a pris un décret, un arrêté ministériel qui crée le MLCL, que les Congolais appellent MLC Liboma ou bien MLC Lokuta, de créer ces partis au mois de mars. Et puis demander à ce que ces partis participent à déployer les candidats aux élections provinciales où l'appel à l'enregistrement avait commencé au mois d'avril. C'est en violation en plus de l'article 12 de la loi électorale qui spécifie clairement que seuls les partis qui sont créés une année avant l'appel à la candidature peuvent participer au processus électoral. C'est aussi en violation de l'article 19 de la même loi électorale qui est clair que la CENI ne peut pas enregistrer des candidats de deux partis politiques ayant la même dénomination, même sigle, même emblème. Bref, c'est une stratégie machiavélique de la majorité au pouvoir du régime Kabila, pilotée, cette stratégie-là, pilotée par le vice-premier ministre Bochab, à qui j'ai écrit, le président Bemba a écrit au chef de l'État, au premier ministre et à lui Bochab, pour reporter ces genres d'arrêtés qui assassinent en fait la démocratie dans notre pays. Ils n'ont pas réagi. Ils viennent de le faire avec l'UNAFEC. Vous vous souvenez, vous savez les troubles qu'il y a au Katanga aujourd'hui. Ils ont dédoublé l'UNAFEC parce que tout simplement l'UNAFEC fait partie de G7, le parti de Kyungu Akumwanza. Ils ont dédoublé l'ARC d'Olivier Kamita, tout parce qu'il fait partie de G7. Ils ont dédoublé aussi l'UNADEF de Papa Mwando Simba, parce qu'il fait partie de G7, et ils sont tentés d'ailleurs à faire supprimer le mouvement social de renouveau de Pierre Lumbi. Nous avons lu d'ailleurs dans le net où avocat pro-régime Kabila Yoko Yakembe qui essaye d'expliquer une historique bidon de la création du mouvement social pour le renouveau. Moi, je connais l'histoire du mouvement social pour le renouveau. J'y ai participé. C'était effectivement un mouvement social pour le renouveau où nous avions recruté tous les membres de la société civile. Si vous regardez très bien les profils des membres du MCR, ils viennent de la société civile, ce sont des laïcs catholiques, des responsables des églises, des commerçants, ils étaient même à la fédération des entreprises et tout. C'était pour créer, après les dialogues intercongolais, lorsqu'on a vu les difficultés que nous avons connues avec l'AFDL et tous les problèmes politiques, de créer un mouvement social pour le renouveau. Mais toute la difficulté, c'est qu'à quel moment M. Lumbi l'avait apporté ces mouvements sociaux à Samba Kaputo, on ne sait pas. Je crois qu'aujourd'hui, ça le rattrape. Et j'ai eu l'occasion de le lui dire et féliciter d'abord son action de quitter la majorité
et lui dire que c'était une erreur grave que d'avoir amené ces mouvements sociaux pour le renouveau à une majorité qui ne comprenait pas le respect des principes de la démocratie. À ce sujet, je voudrais quand même vous dire, peut-être ce n'est pas le mot de la fin, mais saisir l'opportunité pour dire toutes ces acrobaties, toutes les stratégies pour déstabiliser le processus démocratique, politique, de développement en République démocratique du Congo, tout simplement parce que le président Kabila ne veut pas intérioriser qu'il est dans son deuxième et dernier mandat. S'il s'aime, nous lui recommandons d'intérioriser qu'il est dans son deuxième et dernier mandat. Il a la clé, lui, de la stabilité et il risque d'être la cause de l'instabilité du Congo. Parce que les élections en soi, même si ça ne constitue pas une garantie de paix et de développement, mais la non-tenue des élections présidentielles dans les délais constitutionnels, c'est une cause d'instabilité de notre pays. Croyez-moi, moi, Madame Eve Bazaïba, toute ma lutte, je l'ai passée pour la paix, pour le développement dans ces pays, le respect des normes. Je ne permettrai jamais, alors jamais, à quiconque de violer la Constitution. Et M. Kabila, qu'il pleuve, qu'il neige, il ne fera pas son troisième mandat. Je préfère que ça se fasse après moi et je suis prêt. Au prix de ma tête, je suis prêt à sacrifier ma vie pour la nation. Je préfère mourir pour cette cause noble que de mourir de malaria ou de faim. Et avant de conclure, j'aimerais encore une fois de plus vous remercier, honorable Ewanga, honorable Bazaïba et honorable Faïlou, pour votre disponibilité. Et en quelques secondes, brièvement, j'aimerais vous demander à tous, chacun de me dire, quel est ce message d'espoir que vous avez pour ce peuple congolais qui est aujourd'hui catégorisé comme dernier selon le rapport de la PNUD. Ce pays que tout à l'heure vous avez appelé un scandale géologique, mais malheureusement le peuple croupit et sévit dans la misère pendant tant d'années. Quel est le message d'espoir que vous avez pour moi, pour mes frères, ici et au Congo? Oui, l'espoir, c'est que le Congo survivra. Quand vous voyez bien l'histoire de l'humanité, toutes les nations dites fortes aujourd'hui sont passées par cette voie obligée. Je vais citer la France, l'Allemagne, mais je crois que le Congo aujourd'hui a des ressources. La diaspora ici, c'est une référence. Ceux qui sont au pays, même le petit peuple a pris conscience qu'il faut une alternance vers l'espérance, un monde nouveau. La lutte que nous menons, au fond, nous ne visons pas des individus. Mais les valeurs que nous partageons, c'est pour rassurer tout le monde. Ce que je voudrais dire à mes frères compatriotes qui sont ici aux États-Unis ou qui nous suivent d'ailleurs, c'est que le Congo, il est le nôtre. Et nous n'avons pas un autre pays. Et ce pays-là, c'est pour nos enfants. Et nous prenons ce risque-là de faire la prison. Mama Eva venait de faire son serment ici en disant qu'elle est prête à se sacrifier. Tel est notre créneau tous. Il faut sauver la démocratie, il faut sauver ce pays et redonner la dignité au peuple congolais. Nous sommes grands, non seulement par l'étendue du pays, mais aussi par les valeurs culturelles qui inondent de notre pays. Et notre position géostratégique doit faire en sorte que le Congo doit peser dans les constellations et les hommes, nous les avons. Et je crois qu'il y a lieu d'espérer. Le message pour les Congolaises et les Congolais, c'est clair. Monsieur Kabila doit partir. Il n'y a pas d'alternative. Le 19 décembre 2016, il doit plier bagage et partir. Et le 20, nous aurons un président élu démocratiquement. Comme a dit notre collègue Eve Bazaïba, nous tous, et si nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui, si nous le faisons au péril de nos vies, c'est parce que nous aimons ce pays. Parce que c'est notre pays. Nous n'avons que ce pays-là. C'est parce que Dieu, s'il nous a donné ce pays, et il nous a demandé de nous battre jusqu'au bout. Et de toutes les façons, ce n'est pas M. Kabila qui va vaincre. C'est le peuple qui vaincra. Le peuple vaincra avec nous. Parce que le peuple nous a donné cette mission-là de lutter pour lui. Donc, nous disons à M. Kabila, c'est le temps. C'est le moment pour lui de se ressaisir, de se raviser.
Nous disons aux frères et aux sœurs qui sont à ses côtés, et de regarder les 80 millions de Congolais, comment ils souffrent, de regarder comment plus de 2 tiers de la population congolaise vit avec 1,25 $ par jour, le seuil de pauvreté. Qu'on regarde comment est-ce que M. Kabila a amené le Congo à remplir les objectifs du millénaire. 0. Et nous souffrons. Et nous souffrons, mais il y a des gens qui se pavanent avec l'argent du Congo. Et nous disons que Congolaises, Congolais, rejoignez-nous dans ces combats nobles, ces combats que les autres ont menés ailleurs. Oui, nous avons parlé, nous sommes aux États-Unis, nous avons parlé des États-Unis, les Washington, les Jefferson et autres. S'ils n'avaient pas mené ces combats, on ne serait pas ici, assis dans un hôtel aussi luxueux, là où comme nous sommes ici. S'il n'y avait pas la Révolution française, s'il n'y avait pas toutes les luttes menées dans ces pays, la France, et partout ailleurs, dans ces pays qu'on dit aujourd'hui, oui, il fait beau vivre. Et s'il n'y avait pas ces hommes et ces femmes-là, ces pays ne seront pas comme ça. C'est pour cela, aujourd'hui, nous prenons nos bâtons de pèlerin pour dire aux Congolais, allons de l'avant et nous allons vaincre. Honorable Vazaïva, à vous l'honneur de conclure. Oui, l'espoir que je donne aux Congolais, c'est de dire ceci. Au pays où nous sommes, il y a des hommes et des femmes prêts à soutenir l'action pour qu'il y ait effectivement le changement. Et nous demandons aussi à ceux de la diaspora ce que nous ne pouvons pas faire en étant à l'intérieur. Vous pouvez le faire ici à l'extérieur. Vous êtes dans des États où les décisions se prennent. Nous ne disons pas nécessairement que nous comptons sur l'extérieur, mais nous reconnaissons qu'on ne peut pas naviguer à vase clos. Nous évoluons avec les nations, mais il y a des décisions de notre pays qui se prennent à Washington, à Londres, à Paris, à Bruxelles ou ailleurs. Vous qui êtes là, nous osons croire que nous allons travailler en termes de collaboration pour que nous puissions réussir. Et lorsque nous disons que Kabila est dans son 2e et dernier mandat, ce n'est pas parce que nous sommes contre l'individu, mais notre pays aussi a le droit de bénéficier de ces processus démocratiques comme les autres pays du monde et d'Afrique, où nous avons l'expérience actuelle de quelqu'un qui est dans son 2e et dernier mandat et qui doit partir. Si déjà cette génération, nous ne pouvons pas rentrer dans cette ligne-là, la vitesse de croisière de la démocratie, quelle est l'autre génération qui le fera? Des collègues l'ont dit, c'est la Constitution qui sera carrément piétinée et nous ne deviendrons rien. Alors, de manière tout à fait particulière, en tant que femme politique, je peux ne pas parler de la femme. Je dois absolument parler de la femme. Aujourd'hui, nous évoluons dans l'approche de la démocratie. Entre autres définitions de la démocratie, c'est l'expression de la majorité tout en protégeant la minorité. L'expression de la majorité aujourd'hui démographique, les femmes doivent s'élever. Les femmes doivent s'impliquer. Ce que femme veut, Dieu le veut, doivent s'impliquer politiquement, être dans les instances de prise de décision, s'élever parce que c'est nous qui sommes les premières victimes de cette situation d'instabilité. Je me dis, j'appelle beaucoup de femmes en politique, je sais qu'il y a des femmes qui hésitent, ils pensent que c'est un milieu malsain, un milieu de coups bas, mais sachez que nous femmes, nous avons des compétences multidimensionnelles, multisectorielles pour survivre dans n'importe quel milieu. Et c'est bien que nous soyons dans la politique, parce qu'une femme en politique, la politique la change, si nous ne sommes pas nombreuses. Mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général. Donc voilà l'appel que je lance aux femmes de la